Hamas and other terrorist groups in Gaza are firing rockets on cities throughout the state of Israel. מאחר שאין אפשרות לטפל רק מן האוויר ומנהרות, חיילינו עושים זאת גם מן הקרקע. حركة حماس غير مكترثين بقرارات الكابينة الإسرائيلي. لقد آن الأوان لأن يرفع الجميع صوته عاليا. This violence must stop. Egypt have encouraged that, and Israel has accepted that ceasefire proposal. Only Hamas now needs to make the decision. اتفقنا في أمور واختلفنا في أمور. We use missiles to protect our people. They use their people to protect their missiles. Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News et bon réveil. Déjà 13 heures de cessez-le-feu. Il est entré en vigueur hier à 19h et a été annoncé par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Mais avant, il a été précédé par une salve de roquettes dans le sud d'Israël qui a fait 2 morts. Cette fois, est-ce la bonne? Aucune certitude, c'est évident. Mais nous allons tenter de décrypter avec nos invités les termes de ce cessez-le-feu ainsi que les conséquences militaires, diplomatiques et politiques du document accepté par les deux parties, toujours sous l'égide de l'Égypte. Avant d'en parler, d'abord retour sur ces derniers développements en images. Les Palestiniens annoncent donc cet accord comme illimité. Israël accepte la trêve. Elle est entrée en vigueur hier à 19h, mais a été précédée, comme je vous le disais, par cette salve de roquettes dans le sud du pays. Les conditions de la proposition égyptienne, retour au calme contre ouverture des points de passage, transfert de matériaux de construction et agrandissement de la zone maritime de pêche à Gaza. Et en Israël, vous le verrez, l'heure est au bilan. Cette semaine, 4564 roquettes tirées, 70 morts. Hier, des tirs d'obus de mortier ont fait 2 morts et plusieurs blessés dans le kibboutz Nérim au sud du pays. Les habitants des localités frontalières avec la bande de Gaza refusent encore de retourner dans leur domicile. Et puis scène de l'IS à Gaza, la population a célébré hier cet accord qu'ils considèrent être une victoire après 50 jours de combat qui ont fait 2130 morts dans la bande de Gaza et plus de 10 000 bâtiments détruits. Voilà, on accueille sur ce plateau Jacques Neria, notre expert en affaires militaires. Bonjour. Oui, bonjour. Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Et Cyril Amar, bonjour à vous trois. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avant, nous allons nous rendre à la frontière avec la bande de Gaza où nous rejoignons notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias Inbar, bonjour. Est-ce que vous confirmez un retour au calme dans la nuée ce matin ? Oui, Éléonore, bonjour. Je me trouve d'ailleurs sur cette colline qui donne sur Gaza City derrière moi. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que nous revenons sur cette colline qui donne sur Gaza, tout simplement parce que l'interdiction de la défense passive et de l'armée israélienne a été levée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici en terrain vague. C'est la première fois donc que nous pouvons communiquer de l'endroit où nous sommes. Alors, retour au calme, oui. Pas de roquettes ni d'alarme depuis 19h15. Comme tout un symbole, la dernière alarme et la dernière roquette a été tirée sur le terminal, ou en tout cas dans les environs du terminal de Kerem Shalom, l'un des terminals qui permet le passage de denrées humanitaires du côté de la bande de Gaza. Mathias Inbar, pour le moment, pas question pour les habitants du Sud de retourner dans ces kibboutz frontaliers avec la bande de Gaza. Oui, tout à fait. Il suffit de converser avec notamment Chaim Yalin, qui est le directeur du conseil régional d'Eshkol. Et hier, il a tenu des propos particulièrement durs,
non seulement à l'égard du gouvernement, mais à l'égard de l'armée. Et il a tout simplement appelé ses habitants du conseil régional d'Eshkol, dont fait partie d'ailleurs le village de Nirim, où sont morts les 2 derniers civils juste avant le cessez-le-feu, à ne pas revenir dans les kibbutzim et villages de ce conseil régional d'Eshkol, de rester là où ils sont et d'attendre, puisque le cessez-le-feu, vous le savez, a été violé à 11 reprises depuis le début de cette opération bordure protectrice par différents groupes dans la bande de Gaza, pas seulement par le Hamas, mais également par le FPLP ou par le djihad islamique. Et ils demandent donc à ce que les habitants ne rentrent pas chez eux pour l'instant. Merci beaucoup Mathias Sinbar. On vous retrouvera tout au long de cette matinée. Jacques Neria, cette fois, c'est la bonne? Ah non, pas du tout. Je dirais, pour résumer le tout, vous dire le bilan en un mot, en une phrase, c'est partie remise. Donc rien n'a été résolu, le Hamas est toujours sur place. Les accords futurs ou dans les négociations qui devraient débuter d'ici un mois aboutiront à un cul-de-sac. Rien ne sera acquis parce qu'Israël ne cédera pas. Certainement, si jamais on cède, alors il faut plier bagage. Mais comment ça, on ne va pas céder, donc les choses vont tout simplement recommencer. Ça prendra un peu plus de temps. Il semble quand même que cette fois, une trêve ait bien lieu et qu'elle soit illimitée. Elle ne va pas durer quelques jours comme les autres. Pour l'instant, je dirais que des deux côtés, personne n'est pressé à tirer de nouveau là. Je dirais, tout le monde, des deux côtés, on est en train de lécher les blessures, de les penser, parce que tout simplement, il faut apprendre les leçons de cette confrontation militaire du point de vue israélien autant que du point de vue du Hamas. Le Hamas, dans son bilan, va très bien. Sa force de missiles a été à 2/3 anéantie. Ses tunnels offensifs ont été détruits. Plus de 1000 de ses combattants ont été tués. Le désastre humanitaire qu'il y a à Gaza, avec 300 000 habitants qui sont déplacés, des réfugiés, tout ça, la reconstruction de Gaza, c'est un grand problème. Du côté israélien, il a fallu quand même 50 jours, 70 morts, 200 blessés et plus de 5000 roquettes qui se sont abattues sur Israël. Qui aurait pensé qu'Israël réagirait de cette façon-là après 4500 missiles abattus en territoire israélien? Donc là aussi, ce sont des leçons à apprendre. Est-ce que d'un côté, le dôme de fer a servi Israël dans sa politique ou au contraire a empêché Israël je dirais, d'initier des actions ou des initiatives sur le terrain qui auraient autrement été différentes, qui auraient amené à une différente solution. Yitzhak Levanon, pour vous, accepter ce cessez-le-feu avec ces conditions, la balance penche en faveur de qui? Je crois que ce sera une grave erreur de penser dans ce sens-là. Ça penche dans quel sens? Parce qu'en politique, et même dans le domaine militaire, dans les opérations de ce genre-là, c'est pas clair, c'est pas blanc et noir, c'est pas noir et blanc. Donc il faut regarder la chose de façon un peu plus large, disons, dans le contexte général. Il y a beaucoup de choses qui me gênent ce matin. Comme quoi? Par exemple, je crois que le public israélien a le droit d'écouter son Premier ministre déclarer qu'il y a un cessez-le-feu et non pas l'entendre de M. Abou Mazen. Alors justement, pourquoi ce choix du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avoir fait les choses un peu en catimini? Je suis pas dans la peau de M. Benjamin Netanyahu, mais je crois qu'il y a une erreur politique ici très grave à mon avis. Pas seulement de ne pas apporter ça au cabinet restreint, mais je crois aussi que, parce qu'on l'a entendu pendant ces 50 jours, presque une fois par semaine, plus ou moins, parlant des attaques, parlant qu'on va continuer enfin ce qu'on fait contre Hamas, etc. Et subitement, lorsqu'il y a un cessez-le-feu de longue durée, on parle de 1 mois et plus, ou disons illimité, subitement on n'écoute pas le Premier ministre, il n'est plus sur la télévision. Donc, en tant que public, j'ai le droit d'écouter mon Premier ministre pour qu'il m'explique exactement quels sont les termes. Les termes que nous, on a aujourd'hui, c'est de la presse, que ce soit palestinienne, que ce soit la presse égyptienne, que ce soit d'autres presses, mais pas de sources officielles israéliennes, et ça me gêne. Comment vous expliquez ce choix justement du Hamas aussi d'avoir annoncé le cessez-le-feu par le président de l'autorité palestinienne? Je crois que le Hamas a été contraint d'accepter tout cela. Le Hamas a commencé il y a 1 mois avec des demandes d'ici jusqu'au ciel. Il n'a rien reçu en fait. Et ce qu'il a reçu, il a reçu qu'on va ouvrir les passages qui de toute façon étaient ouverts. Karim Shalom était ouvert tout le temps. Erez était ouvert tout le temps. Même avant-hier, ou même pendant les 50 jours. Donc c'est pas quelque chose de tangible. Le fait, c'est que le Hamas n'avait pas d'autre choix, il était sous pression. Et en fin de compte, l'Égypte, je crois qu'elle a réussi. Et le grand succès, c'est l'Égypte. Enfin, quoi qu'il en soit, le Hamas s'affiche aujourd'hui comme un acteur politique sur la scène internationale. Alors, est-ce que... Non, vous vous trompez.
Le Hamas a été acculé, je dirais, dans une position impossible de son point de vue là. Parce que finalement, ce qui se passe, celui qui a annoncé le cessez-le-feu, vous venez de le dire, c'est l'autorité palestinienne. Il est sous la coupe de l'autorité palestinienne. Tout se passera selon la presse. Israël qui a refusé pendant des années de négocier avec le Hamas en tant qu'organisation terroriste a fini par négocier avec l'organisation. Non, on n'a pas négocié avec le Hamas, on a négocié avec l'Égypte. Avec l'Égypte. Avec l'Égypte, par le biais de l'Égypte, je suis d'accord. Mais ça reste des négociations. Naturellement, mais simplement, le fait sur le terrain, nous aurons affaire à l'autorité palestinienne. Sous sa coupe, il y aura le Hamas. Le Hamas n'a rien, comme l'a très bien dit Itzik Levanon, n'a rien réussi à avoir. Ce qu'il pouvait avoir 3 jours après le début du conflit, il est dans la même position aujourd'hui. Pourquoi avoir accepté maintenant Parce qu'il y a eu un conflit très ouvert entre Hamas à l'extérieur, donc entre Mash'al au Qatar, et les gens du terrain. Les gens du terrain ont pensé qu'on était arrivé au bout du souffle, et effectivement c'était le bout du souffle, aussi du point de vue israélien. Je vous coupe un instant parce qu'on va passer à la revue de presse avec Cyril Amar. Les journaux, Cyril, font leur gros titre ce matin, évidemment, sur cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ouais, bonjour Eleonore, après 50 jours de combat, il semble que le soleil se couche sur l'opération Bordure Protectrice. En témoigne cette image du Yediot Aharonot qui titre incisif « Cessez-le-feu ». Voilà donc le titre de nos confrères du tabloïd israélien. Plus prudent, lui, le quotidien gratuit proche du pouvoir estime de son côté que le cessez-le-feu devra encore faire ses preuves. Le journal qui rend hommage, vous le voyez, aux 64 soldats tombés pendant l'opération. Et puis fidèle à sa traditionnelle sobriété, c'est le quotidien de gauche Haaretz. Il se contente d'annoncer ce matin qu'Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu illimité. Dans la presse palestinienne, le mot maître ce matin, c'est celui de la victoire. Eleonore, Intisar el-Muqawama, comprenez la victoire de la résistance en français dans le texte. Après la victoire, Gaza laisse éclater sa joie. C'est le titre de ce reportage tout en images du quotidien en ligne proche du Hamas, Risala, levé de la victoire, et les scènes de liesse immortalisées, vous le voyez, dans le quartier de Rimal à Gazaville. Et puis, cet adolescent gazaoui qui jubile, c'est la photo qui ouvre ce matin l'édition du journal Pan-Arabe, Al-Quds Al-Arabi, qui est très proche des préoccupations palestiniennes, on le sait, avec ce titre. Abbas annonce un cessez-le-feu, le Hamas clame la victoire, et les familles de Gaza, elles, font la fête. Et l'autre journal du Hamas, c'est le Félestine, qui paraît également à Gaza, qui se félicite ce matin des manifestations de joie spontanée qui aurait éclaté en Cisjordanie. D'ailleurs, pour Mahmoud Azhar, l'un des hauts dirigeants politiques du Hamas, cette victoire sur Israël dans la bande de Gaza, elle devrait encourager la Cisjordanie à se soulever contre l'occupation. Fin de citation. Alors les commentateurs israéliens sont partagés ce matin. Israël sort-il vainqueur ou vaincu de cette opération? Oui, trop peu et trop tard, c'est le titre de la tribune signée ce matin par Nahum Barnea dans les colonnes du Yediot Aharonot. Un cessez-le-feu qui, selon la grande plume du journal, intervient trop tard parce que l'accord n'est qu'un retour aux ententes de l'opération Pilier de Défense en 2012. Ce résultat, écrit la grande plume du journal, nous aurions pu l'obtenir au bout de 2 semaines d'opération, et en préférant un accord avec le Hamas plutôt qu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sous l'égide de Washington, qui aurait permis de museler le Hamas et d'empêcher le Qatar et la Turquie de soutenir financièrement et politiquement le Hamas. Netanyahou vient d'ouvrir la voie d'une prochaine confrontation dans la bande de Gaza. Voilà ce qu'écrit Nahum Barnea. Netanyahou, pour qui ce fut le premier grand conflit armé en tant que Premier ministre, n'a pas été à la hauteur. Nahum Barnea qui utilise des mots durs ce matin pour fustiger la politique du Premier ministre. Les Israéliens s'attendaient à un leader, à un homme d'État déterminé. Tout ce qu'ils ont vu, c'est tout au plus un très bel orateur. Si le vainqueur il y a, poursuit Barnea, c'est comme le disait Jacques Neria tout à l'heure, c'est le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à qui colle désormais l'image d'un dirigeant positif, d'un dirigeant sérieux, celle d'un partenaire légitime non seulement dans le monde arabe, sur la scène internationale, mais également auprès, et c'est peut-être ça le plus important, de l'opinion publique israélienne. Il n'est pas impossible, conclut l'éditorialiste, que l'opération Bordure Protectrice est offerte sur un plateau d'argent l'État palestinien au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce que l'on ne voulait pas dès le début, c'est pour ça qu'on ne voulait pas éradiquer le Hamas. Alors Netanyahou, lui, de son côté, va devoir reconstruire son image, c'est ce qu'estime ce matin Yossi Werther dans le Haaretz. Si la bande de Gaza doit être reconstruite, l'image du Premier ministre doit l'être tout autant. Netanyahou, le monsieur lutte antiterroriste qui a toujours promis de faire plier le Hamas, de le mettre à genoux, il va désormais devoir se réinventer. Mission difficile selon Yossi Werther. Et puis, pour l'expert militaire du quotidien centriste Maariv, Yoav Amir Rapoport, le Hamas s'est incliné, mais l'État islamique et le
le Hezbollah, eux, n'ont pas été impressionnés par les prestations de Tsahal. Certes, le Hamas a beaucoup perdu sans obtenir de réels résultats, mais Israël, il faut bien le reconnaître, ne l'a pas emporté haut la main. L'armée israélienne n'était pas préparée suffisamment. L'opération a été menée avec beaucoup trop de prudence et l'on peut douter, écrit Amir Rapoport, bien que la dissuasion israélienne face aux autres acteurs régionaux comme l'État islamique ou le Hezbollah ait été renforcée. Alors finissons sur une note optimiste, c'est celle de Dan Margalit, l'éditorialiste du Israélium, qui veut croire que malgré tout, Israël sort vainqueur de cette confrontation. Après tout, Israël n'a rien concédé de plus que ce qu'il était disposé à consentir à la veille des hostilités. Le Hamas, lui, a perdu 1000 terroristes, 32 tunnels et 7000 roquettes. Et le journaliste de conclure avec cette comparaison entre l'opération Bordure protectrice et la guerre des 6 jours. Il est préférable, nous dit-il, d'atteindre ses objectifs en 50 jours de combat avec 70 victimes qu'en 6 jours de combat avec 700 soldats tombés pendant cette guerre éclair. Merci Cyril. Alors j'aimerais revenir avec vous sur ces scènes de liesse qu'on a vues. On peut peut-être les revoir hier dans la bande de Gaza. Comment vous expliquez que dans la bande de Gaza, le Hamas apparaisse victorieux et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait en Israël, c'est de critiquer la façon dont se sont déroulées les choses, dont le Premier ministre israélien a géré cette opération? Nous sommes de cultures différentes. Et nous, on aime les flagellations personnelles, donc on le fait toujours. Et depuis ce matin, il n'y a que des critiques. Et en contrepartie, lorsque vous passez la frontière, vous passez à Gaza, ou bien que ce soit à Ramallah, on l'a vu à Ramallah. Oui, regardez, moi, c'est une photo qui est excellente. Enfin, une dame avec le tchador, qui est ouverte. Avec les portraits et bon, voilà, tout le monde l'accepte comme si c'était un fait accompli ou quelque chose qui était complètement normal. Donc le Hamas apparaît victorieux. Ben, regardez, il est très difficile de juger à ce stade-là. Mais je crois qu'il y a un fait qui est, c'est ce que je voulais d'ailleurs préciser auparavant. Et avec le cessez-le-feu, Israël n'est pas arrivé à la fin de ses soucis. Loin de cela. On va commencer maintenant les soucis. Que ce soit sur le plan humanitaire, avec ce qui se passe. Regardez Dan Margalit qui parle que bon, on a détruit, etc., etc. Mais ceci n'est pas perçu de la bonne façon, disons, dans l'opinion internationale. Il y a des problèmes politiques et diplomatiques. On va arriver aussi à la scène internationale. Donc ces choses-là vont venir. La seule chose qui, à mon avis, serait critique, c'est que les deux parties, que ce soit les Palestiniens, Hamas et Israël, ont accepté ce cessez-le-feu prolongé 1 mois, peut-être un peu plus. La question serait, la vraie question, qu'adviendra-t-il lorsqu'on va siéger au Caire, on va présenter nos demandes, l'autre partie va présenter ses demandes, et il y a un fiasco. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jacques Neria, est-ce qu'on peut s'attendre, après combien d'opérations entre le Hamas et Israël, est-ce qu'aujourd'hui Israël croit encore en une véritable paix avec l'autorité palestinienne, avec le Hamas, ou est-ce qu'on doit s'attendre à des périodes de trêve prolongées et illimitées, comme c'est le cas? Écoutez, je vais parodier un tout petit peu la Bible. Il faudra que notre Premier ministre change de peau. Et pour pouvoir arriver à cette... change de Premier ministre. Ou changer de Premier ministre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous avons un problème ici qui n'a pas été résolu. Une fois que la poussière tombera, et que les choses seront beaucoup plus claires, on verra plus ou moins dans quelle perspective est-ce que nous avons créé une nouvelle dissuasion ou pas. Je ne suis pas très impressionné par la liesse, par la joie, par les manifestations à Gaza. C'est une culture de l'échec qui est au contraire qui est apportée au paroxysme. Je ne suis pas impressionné par là. Je ne suis pas non plus impressionné par nos propres flagellations. Il faut tout simplement attendre. Et dans cette perspective-là, il ne faut pas se tromper. Nous sommes les plus forts. Le problème de cette force-là, c'est que des fois, on ne peut pas employer toute sa force parce qu'il y a des limites sur le terrain. On ne peut pas créer, je dirais, un désastre humanitaire. Déjà comme ça, vous avez 2130 morts chez les Palestiniens, des milliers de blessés, et créer une situation qui est impossible du point de vue israélien vis-à-vis de la communauté internationale. Donc il y a une limite à la force. De notre côté, il y a aussi une incapacité du Hamas de réduire Israël et de l'obliger à accepter ses conditions. Celui qui a accepté les conditions de l'autre, aujourd'hui, c'est le Hamas. Il ne faut pas se tromper. Oui, le Hamas a accepté. C'est lui qui a demandé le cessez-le-feu. En fin de compte, le djihad islamique était le premier à crier aidez-nous, aidez-nous. Et puis ensuite, tout le monde est arrivé là. On va y revenir dans un instant. Mais avant, retour sur ces derniers développements diplomatiques en images.
50 jours d'une opération militaire des plus difficiles. 50 jours qui ont coûté la vie à des milliers de personnes et durant lesquels les habitants de Gaza et du sud d'Israël ont vécu dans l'angoisse incessante. Mais ce sont aussi 50 jours de secousses et retournements de situation sur le plan diplomatique. Depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, 12 cessez-le-feu différents ont été évoqués, mais aucune trêve durable n'avait été conclue. La première tentative de mettre fin au combat remonte au lundi 14 juillet. L'Égypte présente alors une feuille de route aux Israéliens et Palestiniens pour un arrêt total des hostilités dans la bande de Gaza. Le mardi 15 juillet au matin, le cabinet israélien accepte la proposition alors que le Hamas rejette la trêve et continue les tirs de roquettes sur Israël. Si le Hamas n'accepte pas la proposition égyptienne et que les tirs de roquettes ne s'arrêtent pas, comme c'est le cas actuellement, Israël est prêt à élargir et continuer ses opérations militaires afin de protéger le peuple israélien. Après 6 heures de silence, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne l'ordre à l'aviation israélienne de reprendre les bombardements. Certains parlent d'une démarche calculée de la part de Netanyahou. C'est en tout cas le début d'une longue série de tentatives échouées pour mettre fin aux hostilités. Le 16 juillet, après que les frappes israéliennes aient causé la mort de 4 enfants palestiniens sur la plage de Gaza, l'ONU demande la première trêve humanitaire du conflit. Israël et le Hamas l'acceptent. Elle entre en vigueur le 17 juillet au matin et dure 5 heures. Des négociations commencent alors au Caire, mais le Hamas ne semble pas être prêt à arrêter les combats et rejette les offres égyptiennes. La phase terrestre de l'offensive israélienne débute le lendemain. Dans la 3e semaine de l'opération militaire, le secrétaire d'État américain John Kerry, lui aussi, a tenté sa chance et a essayé de mettre un terme à la guerre. Mais sa proposition a été fermement rejetée par Israël, qui a déclaré que celle-ci ne prenait pas en compte les préoccupations sécuritaires du pays. Un rejet qui a secoué les relations israélo-américaines. Depuis, 10 autres cessez-le-feu ont eu lieu, dont 3 trêves de 3 jours et la dernière datant du 14 août qui a duré 6 jours. Pendant ces arrêts temporaires des combats, les représentants israéliens et palestiniens ont continué les pourparlers indirects sous l'égide de l'Égypte, un médiateur fortement engagé. Le temps presse. Nous devons en profiter rapidement pour mettre fin au combat et au bain de sang à Gaza. Les demandes des deux parties ont été claires depuis le début. Israël insiste sur la démilitarisation de la bande de Gaza et pour le Hamas, l'enjeu reste le même. L'objectif auquel on tient est que les demandes palestiniennes soient satisfaites et que la bande de Gaza vive sans blocus. Depuis la fin de la dernière trêve, les hostilités ont repris. Mais ce mardi, alors que les tirs restaient intensifs, Palestiniens et Égyptiens ont annoncé la conclusion d'un accord pour un arrêt complet des combats. Voilà, j'aimerais qu'on revienne sur les conditions qui n'ont pas été incluses dans ce cessez-le-feu, c'est-à-dire la démilitarisation de la bande de Gaza pour les Israéliens, puis côté palestinien, la levée totale du blocus, l'argent des fonctionnaires du Hamas et ce fameux port et aéroport. Finalement, qu'en est-il de ces conditions? Est-ce qu'elles vont réellement être considérées dans un mois au Caire? Eh bien, ça dépend. Si vous parlez avec le Hamas, ils disent que toute cette question-là serait discutée au Caire. Si vous parlez avec les Égyptiens, ils disent un tout petit peu de façon différente. Si vous parlez avec les Israéliens, c'est une autre chose complètement complète. Regardez, il y a un fait. Le fait, c'est que la feuille de route égyptienne, en 2 étapes, a été acceptée en fin de compte. Ceci veut dire, c'est le feu, on va s'attendre un tout petit peu, et ensuite vous allez venir chez nous et on va discuter de tout. Lorsque vous parlez du tout, de la part des Israéliens, le tout c'est le tout, y compris la démilitarisation de Gaza. Chez le Hamas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de démilitarisation, il n'y a pas de démantèlement, disons, de l'arsenal militaire de Gaza, mais oui, il y a la question de l'argent, etc. Un fait qui est essentiel, c'est que l'Égypte, dans cette feuille de route, dans le cessez-le-feu, elle a réussi à amener Abou Mazen, le président égyptien, de nouveau à Gaza. La seconde chose, l'aide internationale qui va être donnée pour Gaza passera par l'autorité palestinienne. Donc, on est en face d'un levier de pression qui est exceptionnel. Et ma question serait si le président Mahmoud Abbas serait capable de profiter de cette occasion. Moi, personnellement, j'en doute. Mais il y a une occasion aujourd'hui qu'il retourne à Gaza et ceci va diminuer, disons, l'influence de Hamas. Ce qui me gêne, c'est que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ce qu'on va trouver peut-être, c'est la répétition du type Hezbollah au Liban. Disons que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas serait à Gaza, mais il y aura la force
militaire du Hamas ou de Ezzedine el-Qassam, comme il y a le Hezbollah au Liban. Vous y croyez, vous, retour de Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza et comme grand contrôleur un petit peu de la bande de Gaza? Logiquement, selon les procédures, oui. Est-ce que de fait il serait le maître de Gaza? J'en doute aussi. J'en doute aussi. Et comme tout juste venait de le dire mon collègue Itzik Levanon, l'idée de Hamas est de recréer la situation libanaise, donc avoir un gouvernement palestinien à la tête de laquelle serait Mahmoud Abbas, et tout en gardant cette milice de Hezbollah, et qui serait milice de Hamas dans ce cas-là, qui recevrait des salaires et tout ça, et qui continuerait à exister. C'est un cas impossible pour Israël. C'est tout à fait un refus complet du point de vue israélien. Alors, qu'est-ce qui sera les prêts? Alors, ce qui va se passer, c'est que je le disais toujours tout à fait au début de cette émission, c'est que c'est une partie remise. Nous allons arriver au Caire dans un mois, commencer à discuter de sujets impossibles, inabordables du point de vue israélien et du point de vue palestinien. On n'arrivera pas certainement, et surtout avec notre demande sinon démilitariser, au moins limiter la force du Hamas. Là, je dirais, c'est l'obstacle principal. À partir de là, tout va être déduit autrement. Si jamais on n'arrive pas à cet accord-là, donc ce n'est pas automatique, on reprend les armes, mais on retourne sur ce chemin-là, qui d'ici un an et demi, tout ça. Écoutez, la proportion est horrible du point de vue israélien. Pilier de défense, nous avions un Israélien mort pour 80 Palestiniens morts. Cette fois-ci, nous avons un Israélien pour 30. Un mot, Yitzhak Levanon, sur la place de l'Égypte, qui s'est vraiment dessinée comme un acteur central au centre de ces négociations. Oui, sans aucun doute, pas seulement face à Israël, et pas seulement face au Hamas, et pas seulement face à l'autorité palestinienne, mais aussi face aux États-Unis, face au Qatar et face à la Turquie. Donc je crois que l'insistance égyptienne de Field Marshal Abdel Fattah el-Sisi de présenter une feuille de route et de ne pas bouger un pouce de cela, en fin de compte, il a réussi à amener tous les partis pour arriver à ce cessez-le-feu. Mais de nouveau, il faut être tout à fait clair. On n'est qu'au début du chemin, on n'est pas à la fin du chemin. Merci beaucoup Yitzhak Levanon et Jacques Neria. Merci Cyril Amar d'avoir été avec nous. Restez avec nous. La suite de cette édition spéciale dans quelques instants sur i24 News. Mais avant, c'est l'heure d'un journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette édition spéciale sur i24 News. On accueille aujourd'hui Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Betsabé Salem et Ali Waked, journaliste indépendant. Bonjour Ali Waked et spécialiste du monde arabo-musulman. Alors on va commencer avec vous, Betsabé, comme chaque matin, un œil sur les médias et avec ce cessez-le-feu qui a été accepté hier par les deux parties. Un cessez-le-feu donc pour la première fois illimité, et pour bien marquer le coup, eh bien, les islamistes se sont livrés à une sanglante salve d'honneur. Ce sont les termes utilisés par le Figaro en France, le quotidien qui ajoute qu'un civil israélien a été tué dans un déluge d'obus de mortier, une sorte de dernier plaisir avant de poser les armes. Alors pourquoi le Hamas accepte justement ce cessez-le-feu? Eh bien, en croire le Figaro, c'est pour la population, et oui, je cite, pour répondre à la demande d'une population traumatisée par la mort de plus de 2100 personnes et les ravages provoqués par le pilonnage systématique de l'aviation israélienne. On dirait que le Figaro aussi s'est offert un dernier petit plaisir avant que le cessez-le-feu ne s'installe. On pourrait voir les choses différemment. C'est ce que fait le Corriere en Italie. Ces dernières heures ont été particulièrement pénibles pour les habitants du Negev. C'est le Corriere qui évoque donc les bombardements palestiniens incessants et un climat de profonde désolation donc dans la région du Negev, ce qui n'empêche pas le quotidien italien de mettre aussi l'accent sur la situation dramatique à Gaza. D'ailleurs, à Gaza, on doute que le calme, en fait, ne se maintienne justement parce que les tirs de roquettes se sont poursuivis jusqu'au tout dernier moment. C'est ce qu'explique le Daily Mail. Mais le tabloïd britannique de raconter qu'on jubile quand même entre coups de feu et feu d'artifice, le Daily Mail qui nous inonde de photos de victoire. Regardez notamment des enfants qui portent le bandeau du Hamas, une sorte de promesse que la résistance continuera, Éléonore.
Ouais, justement, on a vu hier soir ces scènes de liesse dans la bande de Gaza. Mais pour les médias, qui sort gagnant de cette opération? Alors, pour Libération, le Hamas a réussi à se refaire une santé. Cette résistance dont le Hamas a fait preuve aurait conféré au groupe une certaine aura dans le monde arabe, une victoire surtout pour Haniyeh, donc le chef de la branche politique qui se trouve à Gaza, et son porte-parole, Abu Zouri, qui aurait forcé en fait la main de leur patron, donc Khaled Mashal, qui se trouve basé au Qatar, ainsi que des brigades Al-Qassam. Comment Libération en vient à cette conclusion? Parce qu'en fait, ils ont annoncé le cessez-le-feu avant la déclaration officielle de Mahmoud Abbas. Alors le New York Times tempère un cessez-le-feu, oui, mais pas selon les termes du Hamas. L'accord ne prévoit que des changements limités, en fait, à Gaza. Le Hamas a abandonné la plupart de ses demandes, c'est ce que dit le New York Times. D'ailleurs, selon le quotidien américain, le texte ne diffère pas beaucoup de celui proposé par le Caire au 7e jour du conflit, avec non pas une levée des restrictions sur les déplacements, les échanges et la pêche, mais un assouplissement seulement de ces restrictions. Ça n'empêche pas de hurler victoire à Gaza à coups de drapeaux et de klaxons une fois encore, tandis qu'Abu Zahri, donc le porte-parole du Hamas, affirme que le Hamas s'est rapproché de Jérusalem et de ses terres palestiniennes. Israël, de son côté, toujours selon le New York Times, eh bien Israël ne voulait pas de cette guerre et n'en veut d'autant plus que la rentrée des classes se profile à l'horizon, façon de dire que l'État hébreu était prêt en fait à s'accommoder de pas grand-chose, façon de dire qu'il n'a pas gagné non plus. Et toujours aux États-Unis, toujours pas de vainqueur, en jetant un œil sur le Washington Post à présent. Et si vous mettez l'exubérance du Hamas de côté, vous vous apercevez que le Hamas n'a pas gagné grand-chose du conflit qui laisse la bande côtière en ruine. Et le Washington Post n'oublie pas de préciser qu'il s'agit là d'un accord modeste, qu'en fait les points les plus névralgiques, les plus difficiles seront discutés dans un second temps, et notamment cette question qui reste en suspens: qui va contrôler Gaza? Le Los Angeles Times en parle. Les discussions à venir promettent d'ailleurs d'être difficiles, c'est son approche. Mais avant même d'arriver à ces discussions, Éléonore, le journal observe que la réaction est d'autant plus timide en Israël au lendemain de ce cessez-le-feu que plusieurs trêves, on l'a dit en plateau à l'instant, ont été violées tout au long de ces 50 jours. Merci Betsa Bessalem. Daniel Sheikh, vous êtes d'accord? Pas de vainqueur dans cette guerre? Non, pas de vainqueur. Je ne pense pas qu'il y ait un vainqueur. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que la seule guerre gagnée est celle qu'on a su éviter. Mais là, c'est raté. On a passé presque 2 mois d'échanges de coups sans pouvoir, de part et d'autre, montrer un résultat spectaculaire. Le seul moyen d'en sortir gagnant de ces 50 jours, c'est si derrière, maintenant, il y avait un véritable élan diplomatique pour pousser les deux parties à poursuivre, disons, cette énergie futile de la guerre. Vous parlez des deux parties, vous parlez du Hamas ou de l'autorité palestinienne? Non, je parle des Palestiniens, de la direction palestinienne, on va en parler. Qui exactement? Et les Israéliens. Pour essayer de relancer un processus de paix sous des conditions un peu différentes, parce que quand même quelque chose de grave s'est produit ici. Il me semble que, compte tenu du fait que de l'autre partie de cette guerre, il y avait une organisation qui est encore considérée par tout le monde, comme, à juste titre, comme une organisation terroriste, illégitime pour être un partenaire direct de négociation, c'est-à-dire le Hamas, la responsabilité repose essentiellement sur les épaules du gouvernement israélien qui doit prendre l'initiative, de la communauté internationale qui doit pousser les deux parties, et Mahmoud Abbas, qui est quand même le partenaire négociateur légitime, reconnu par Israël et par la communauté internationale. Alors justement, au lendemain de ce cessez-le-feu, est-ce que le gouvernement d'union nationale qui avait été voté entre le Hamas et l'autorité palestinienne est toujours d'actualité aujourd'hui ? Et toujours d'actualité, à moins que M. Abbas décide que ce gouvernement n'est pas capable de lancer, d'être responsable, de prendre contrôle du chantier énorme de la reconstruction de la bande de Gaza qui doit commencer tout de suite. Éléonore, ce n'est pas un hasard que c'était le président palestinien Mahmoud Abbas qui a déclaré le cessez-le-feu et non pas l'Égypte, le médiateur officiel entre les deux côtés. L'autorité palestinienne qui n'a pas été partie prenante directe
dans ce conflit. C'est elle qui déclare le cessez-le-feu. C'était le message que les Égyptiens ont voulu et que la communauté internationale a voulu que l'autorité palestinienne passe à la devant de la scène, que M. Abbas est vu par les Israéliens comme par les gens de la bande de Gaza comme l'adresse de la prochaine période. Et ce n'était pas facile pour le Hamas d'avaler cette déclaration de M. Abou Mazen. Et je crains qu'il y avait aussi quelques soucis auprès du gouvernement israélien de voir cette initiative de la communauté internationale de convaincre M. Abou Mazen de renoncer pour le moment à son discours, à son adressement au Conseil de sécurité pour demander la déclaration d'un État palestinien. Parce que, du coup, on n'entend plus parler de cette initiative surprenante dont il parlait, qui était justement de demander un retrait israélien des territoires de Cisjordanie avec une date butoir. On n'en entend plus parler de cette proposition. Pour la simple raison que les États-Unis vont présider le Conseil de sécurité dans les semaines à venir. Les États-Unis, qui étaient jusqu'à présent presque absents des négociations du Caire, ont fait immense pression sur les deux côtés, sur le côté palestinien pour renoncer à cet acte unilatéral, mais de l'autre côté, c'est évident qu'il y avait une pression pratiquée sur le côté israélien, dans les coulisses bien sûr, et il y avait une pression américaine sur le Qatar pour convaincre Khaled Mash'al d'adopter la proposition égyptienne. Il faut attendre, voir. Il y a un souci et du Hamas et du côté israélien pour voir où va déboucher ces cessez-le-feu et cette initiative d'Abou Mazen. Le Hamas, qui a célébré hier, il peut célébrer peut-être le fait que cette confrontation a été la plus longue depuis 1948 entre Israël et une partie arabe, une milice ou 20 000 militants qui n'ont pas été défaits, ils n'ont pas gagné peut-être, mais ils n'ont pas été défaits par Israël. Le Hamas garde sa capacité de tirer des roquettes. Malheureusement, on a vu que jusqu'à la dernière seconde, il a tiré des roquettes, des obus mortiers. Le fait que le Hamas a identifié le talon d'Achille civil de la population israélienne dans l'ouest du Negev, ces obus mortiers que le dôme de fer ne peut rien faire contre. Et donc, et le Hamas a identifié que Benjamin Netanyahu veut commencer la rentrée scolaire avec un cessez-le-feu. Et de l'autre côté, la pression de la population palestinienne qui, elle, devait commencer après-demain, le 28, commencer la rentrée scolaire, alors que les écoles sont soit détruites, soit occupées par des dizaines de milliers de réfugiés qui n'ont pas où habiter. Alors, on l'a vu, les efforts diplomatiques vont redébuter entre Israël et les Palestiniens, on en parlait justement, mais est-ce que vous pensez qu'Israël serait prêt à parler aujourd'hui avec un gouvernement d'union nationale qui comprendrait le Hamas et le Fatah ? Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau que moi, je pense que c'était une erreur à l'époque de la part du gouvernement israélien de refuser sèchement tout contact avec ce gouvernement d'union nationale dès qu'il a été créé. Je ne sais pas que je suis certain que de très bonnes choses en seraient sorties, mais ça valait la peine au moins d'essayer de voir s'il y a un bluff derrière ou si c'est une réalité. Je pense que c'est d'autant plus justifiable aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut quand même, notamment à cause de ce qui s'est passé pendant ces derniers 50 jours, donner dans ce gouvernement la place majeure quand même au Fatah et à Mahmoud Abbas. Donc, je crois que ce serait dans l'intérêt d'Israël de voir revenir Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza avec autorité, mais sans pour cela forcément diminuer ou essayer d'effacer le rôle du Hamas qui est quand même celui qui gouverne sur place. Donc, donner une place majeure à Mahmoud Abbas, mais d'une certaine manière trouver le moyen d'intégrer le Hamas pour le motiver, pour le responsabiliser. Vous n'avez pas envie de continuer à avoir une milice là-bas qui cherche à nuire à tout le monde. La capacité de nuisance du Hamas, elle n'est plus mise en doute. Donc il faut essayer de les canaliser vers un apport plus positif. On parle beaucoup de Mahmoud Abbas comme cette espèce de pion un petit peu bougé par la communauté internationale, par Israël finalement. S'il a acquis cette légitimité au niveau international,
à l'intérieur de la bande de Gaza, quelle légitimité a-t-il dans la population palestinienne? Au sein de la population palestinienne, il a une très grande popularité. La population de la bande de Gaza attend que Mahmoud Abbas prenne contrôle de la bande de Gaza, commande sur la reconstruction de la bande de Gaza et surtout donner un espoir que ce blocus peut arriver à sa fin après 7 ou 8 ans de blocus. C'est vrai qu'il y a un noyau dur des gens du Hamas, des partisans du Hamas qui n'apprécient pas le rôle de Mahmoud Abbas, qui pensent que Mahmoud Abbas est peut-être l'architecte de ce processus de concession envers Israël qui a commencé même avant Oslo, dans la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais le grand défi ce n'est pas de Mahmoud Abbas, c'est du Hamas de faire pour une fois des calculs rationalistes qui prennent en compte les intérêts de la population et de l'autre côté de M. Netanyahou de voir est-ce qu'il préfère travailler avec Mahmoud Abbas ou conserver sa coalition actuelle. D'ailleurs, hier en Égypte, les sondages qu'on a vus sur la chaîne 2 en Israël, le fait que M. Netanyahou s'est affaibli un peu dans l'opinion publique Israël, bien sûr. Tout le monde n'a pas été d'accord. Est-ce que ça peut soutenir un vrai processus de paix ou est-ce que c'est un signe de faiblesse qui montre que Benjamin Netanyahou essayera de reprendre le contrôle sur son cabinet, sur son gouvernement, au dépens de cette attente de la communauté internationale de collaborer avec M. Abbas. Alors justement, ce matin, on parle beaucoup de la survie politique de Benjamin Netanyahou. À votre avis, est-ce qu'on se dirige vers de nouvelles élections ? Je crois que c'est prématuré, c'est difficile. Déjà, la scène politique israélienne est très difficilement lisible même en temps normaux, d'autant plus maintenant. Mais c'est tout à fait clair que le Premier ministre, qui déjà est entré avec une coalition qui semble solide, elle est vaste, mais elle est quand même fragile, parce qu'elle est composée de gens qui viennent de bords très différents, et il y a des voix très divergentes au sein même de sa propre coalition. C'est clair qu'il va être secoué pendant les prochaines semaines. Il est question d'exiger Certains ont même menacé de quitter le gouvernement. Certains ont menacé de quitter le gouvernement. On parle de commission d'enquête. Vous savez, c'est une grande tradition israélienne, aux sorties d'une guerre, de trouver des sujets qu'il faut enquêter. Je le dis sans ironie. Et de chercher un coupable, c'est vrai. Et clairement, il y a eu des sujets où la population israélienne, l'opinion israélienne, la presse attend certaines réponses. Donc, je pense que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, va affronter des semaines et peut-être des mois difficiles. Mais la question des élections, elle va au-delà, parce qu'il faut chercher l'intérêt de chacune des composantes de cette coalition à affronter maintenant une campagne électorale. Le fait d'attaquer le Premier ministre n'est pas encore raison suffisante pour aller se présenter devant les électeurs. Mais vous savez, tout ça est très volatile. Ça peut arriver d'ici 6 à 12 mois. S'il survit l'année prochaine, je suppose qu'il va continuer jusqu'au terme de son mandat. Oui, les mois décisifs les mois suivants seront décisifs pour Benjamin Netanyahou. Merci. Ali Waked, vous restez avec nous. On va en reparler dans quelques minutes. Merci Daniel Sheikh d'avoir été avec nous. Merci Bessalem. On se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous. Hamas and other terrorist groups in Gaza are firing rockets on cities throughout the state of Israel. מאחר שאין אפשרות לטפל רק מן האוויר במנהרות, חיילינו עושים זאת גם מן הקרקע. حركة حماس غير مكترثين بقرارات الكابينة الإسرائيلي. لقد آن الأوان لأن يرفع الجميع صوته عاليا. This violence must stop. Egypt have encouraged that, and Israel has accepted that ceasefire proposal. Only Hamas now needs to make the decision. اتفقنا في أمور واختلفنا في أمور.
use missiles to protect our people. They use their people to protect their missiles. De retour sur le plateau de cette édition spéciale, merci d'être avec nous. Beaucoup de choses à retenir ce matin, à commencer par l'annonce des Palestiniens hier pour un cessez-le-feu annoncé comme illimité. Israël accepte la trêve, elle est entrée en vigueur hier à 19h, mais a été précédée par une salve de roquettes sur le sud du pays. Les conditions de la proposition égyptienne, retour au calme contre ouverture des points de passage, transfert de matériaux de construction et agrandissement de la zone maritime de pêche à Gaza. Et puis en Israël, vous le verrez, l'heure est au bilan. Cette semaine, 4564 roquettes tirées et 70 morts. Hier, des tirs d'obus de mortier ont fait 2 morts et plusieurs blessés dans le kibbutz Nérim au sud du pays. Les habitants des localités frontalières avec la bande de Gaza refusent encore de retourner dans ces kibbutz. On s'y rendra dans un instant avec notre envoyé spécial. Et puis scène de liesse à Gaza, la population a célébré hier cet accord qu'il considère être une victoire. Après 50 jours de combat qui ont fait 2130 morts côté palestinien et plus de 10 000 bâtiments détruits. Et on va tout de suite se rendre à la frontière avec la bande de Gaza où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, rebonjour. Côté israélien, comment résume-t-on cette opération ? Eh bien, en Israël, il y a plusieurs avis. Tout d'abord, côté politique, eh bien, ce matin, l'un des cadres du parti du foyer juif, c'est-à-dire à la droite du Likoud, eh bien, montrait sa colère. Il ne comprenait pas comment Binyamin Netanyahou, le Premier ministre, et le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, qui avaient tant réuni de cabinets restreints de sécurité, une vingtaine de reprises que ce cabinet a été réuni. Eh bien, et hier, ils n'ont eu besoin de personne, disait Uri Ariel, ce cadre, le ministre du logement, pour prendre la décision. Et donc, ils montrent ce matin leur colère contre le gouvernement. En ce qui concerne les habitants du sud d'Israël, eh bien, je l'annonçais tout à l'heure, en tout cas que ce soit le conseil régional d'Eshkol, de Sha'ar HaNegev ou de Chof Ashkelon, c'est-à-dire cette enveloppe de Gaza. Pour l'instant, les habitants refusent de revenir chez eux parce que, vous le savez, ce cessez-le-feu a été plusieurs fois violé. Ils ne veulent pas retourner dans une espèce d'habitude de tir et de vie sous les tirs de roquettes. Donc pour l'instant, ils n'y croient pas et attendent de voir les prochaines heures, de savoir si ce cessez-le-feu tiendra. Aucun donc sentiment de soulagement ce matin parmi les populations ? Un sentiment de soulagement, certes, mais un soulagement tout à fait relatif parce que on l'a vu dans le passé au cours de ces 50 derniers jours, il y a eu des périodes de cessez-le-feu, il y a eu des nuits où il n'y a pas eu de roquettes, mais dans la mesure où je le disais, où ce cessez-le-feu a été à plusieurs fois violé, 11 fois d'affilée, eh bien pour l'instant, ils attendent de voir venir et ils attendent de voir comment ces prochaines heures vont se dérouler parce que hier, juste avant 19h, une habitante par exemple de Kfar Aza, ce matin, me disait que s'ils avaient été prévenus de manière officielle, si un appel leur avait été passé quelques heures avant 19h, eh bien par exemple, il n'y aurait pas eu ces 2 morts hier au Yeshuv, au kibbutz de Nérim, dans le conseil régional d'Eshkol, parce qu'ils le savaient, avant chaque entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a ce barreau d'honneur, c'est-à-dire cette salve, cette pluie de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Et s'ils avaient su, s'ils avaient été prévenus en amont, eh bien ils se seraient terrés chez eux dans les abris de confinement et ne seraient pas sortis, par exemple, comme ce responsable de la sécurité qui a été frappé de plein fouet par une roquette parce que le système d'électricité ne marchait plus dans le village. Et si lui savait de manière formelle, voilà ce qu'on m'a dit ce matin, s'il savait de manière formelle qu'il y avait un cessez-le-feu à 19h, 19h30, eh bien il ne serait pas sorti réparer les câbles d'électricité et aura attendu peut-être 1 heure, 2 heures avant de le réparer. Voilà l'état d'esprit des gens du Sud, en tout cas des localités voisines de la bande de Gaza. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces explications. Et on accueille sur ce plateau Maurice Fergan, bonjour, et Myriam Danan, vous êtes tous les deux rédacteurs en chef pour i24 News. On retrouve Ali Waked, bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous ce matin. Alors on va retourner évidemment sur les conditions de ce cessez-le-feu. À votre avis, au lendemain du cessez-le-feu, quelle est la première chose à faire pour Israël ?
Moi aussi, vous me posez la question, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'on a déjà eu, vous l'avez entendu, 11 cessez-le-feu qui ont été violés systématiquement. Donc, il y a une attente, il y a une crainte que ce soit, encore une fois, un 12e cessez-le-feu qui n'aboutisse pas. Donc, pour le moment, c'est l'attente, avant toute chose, voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois, on a l'impression d'y croire un peu plus? On a l'impression que c'est la bonne? Tout d'abord parce que le Hamas a donné des signaux comme quoi il voulait respecter cette nouvelle trêve qui n'est, il faut le préciser, dans les termes, pas limitée dans le temps. C'est d'abord en soi un indice certain. Et puis ensuite, il faut également souligner que les leaders du Hamas se sont précipités. Ils sont sortis de leur bunker hier. Ils ont adressé au public leur premier discours de victoire. Et lorsqu'ils annoncent avec tellement de certitude leur discours de victoire, alors une victoire qui bien sûr pourrait être contestée si on fait le bilan de cette opération, ça veut dire du moins que pour eux, ce round-là de violence est terminé. Ali Waked, justement, on parle de beaucoup de divergences au sein du Hamas, entre notamment la branche armée et la branche politique à l'intérieur de la bande de Gaza et à l'extérieur, notamment au Qatar avec Khaled Meshal. Est-ce que hier soir, cette décision de cesser le feu est venue plus justement de la branche de Gaza contre l'avis de Khaled Meshal au Qatar ? Elle est venue plus du courant qui veut arrêter les hostilités parce qu'il voit le bilan et les destructions massives à la bande de Gaza. Il voit la volonté de la population palestinienne d'essayer de revenir à une vie normale, d'ouvrir la rentrée scolaire sans avoir des avions de l'armée israélienne en dessus de la bande de Gaza. Mais c'est surtout le fait que le Hamas a subi pour une première fois une vraie pression de la part des États-Unis, de la part de l'Égypte, mais aussi le Qatar qui a subi une pression énorme des États-Unis de ne pas faire échouer cette tentative de cessez-le-feu. Mais c'est sans doute aussi les calculs israéliens qui ont fait accepter au Hamas cette proposition. Par exemple, Benjamin Netanyahu qui dimanche au cours du gouvernement israélien a dit que la rentrée scolaire ne sera pas prise en considération s'il faut ou il ne faut pas continuer l'opération militaire. Et tout le monde sait que la rentrée scolaire était une date très importante pour Benjamin Netanyahu, qui n'a pas voulu voir 1,5 million des étudiants israéliens, des élèves israéliens encore chez eux à la maison. Donc tous ces calculs ont fait de sorte que et le Hamas et Israël ont accepté, mais c'est seulement maintenant que commence le vrai défi et de Benjamin Netanyahu et du Hamas. Les deux côtés qui ont accepté les cessez-le-feu, ils savent que pour la communauté internationale, il y a un joueur, un élément bisectrice de cette équation, et c'est le président palestinien Mahmoud Abbas, qui hier a renoncé à son discours, a lancé son initiative de s'adresser au Conseil de sécurité pour reconnaître l'État palestinien, les frontières de l'État palestinien, avec un emploi de temps très clair. En contrepartie, la communauté internationale, l'Égypte, les États-Unis ont donné à M. Abbas le privilège et le droit de déclarer ce cessez-le-feu en message et à la population gazaoui et au Hamas que pour la communauté internationale, l'adresse ultime du côté palestinien, c'est désormais Mahmoud Abbas. Et c'est sans doute une preuve de plus de l'affaiblissement du Hamas aujourd'hui, qui, on l'a dit, a voulu déclencher une guerre d'usure contre Israël, mais il en a sans aucun doute été la première victime. Il faut rappeler ce bilan dramatique, plus de 2000 morts côté palestinien, plus de 10 000 bâtiments détruits, une bande de Gaza qu'il va falloir plus de 6 milliards de dollars pour reconstruire aujourd'hui. Les leaders du Hamas n'avaient plus vraiment d'autre choix aujourd'hui que d'accepter ces conditions du cessez-le-feu, qui, il faut le souligner, n'ont pas vraiment changé par rapport à ce qu'Israël acceptait depuis déjà plusieurs semaines. Oui, mais Myriam, vous savez, le Hamas compare la situation par les critères qui étaient établis par le gouvernement israélien. Il y avait des négociations sous le feu alors que le gouvernement israélien a dit qu'il n'y aura pas de négociations sous le feu. Il y avait une clause politique de ce cessez-le-feu alors que le côté israélien a voulu dès le début une seule équation. Le calme pour le calme, le cessez-le-feu pour le cessez-le-feu, et du coup on entend ouverture des points de passage et la rentrée des fournitures et des... Justement, est-ce que c'est une concession pour vous de la part d'Israël d'avoir accepté une condition qui était complètement à l'opposé de ce que le gouvernement voulait, les deux côtés ont fait des concessions. Où est le port dont le Hamas a exigé? Les matériaux de construction ont été quand même une condition qu'Israël a refusé d'accepter pendant des mois, de peur que justement ces matériaux de construction ne servent à construire de nouveaux tunnels. Non, mais si on devait faire le bilan par rapport aux concessions qu'Israël a fait au cours des précédentes opérations militaires à Gaza, on pense évidemment à un pilier de défense. Il n'y a absolument aucune différence entre les concessions qui ont été faites, en tout cas pour la trêve, pour le cessez-le-feu actuel, non pas ce qui doit être débattu dans un mois, et ce qui avait été accordé il y a tout juste 2 ans,
Donc côté israélien, pas de véritable concession extrêmement significative, pas de largesse spécifique pour le Hamas. Bien au contraire, un nouveau renforcement, on l'a dit à plusieurs reprises, de Mahmoud Abbas, puisque c'est l'autorité palestinienne et le gouvernement d'union qui va notamment gérer l'entrée des matériaux de construction et l'ouverture de ces On va revenir dans un instant. Et le style dans cette région, il compte. Le style, il est très important. Et d'ailleurs, si on voit l'ambiance au sein du public israélien, on comprend que le public israélien sent que quelque chose a été raté ici, que le Hamas peut-être il n'a pas gagné, mais il n'a aussi pas perdu. On va y revenir dans un instant, mais avant, retour en images sur ces 50 jours de combat entre Israël et le Hamas avec Elsa Mourgue. L'opération Bordure Protectrice commence le 8 juillet par des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Elle fait écho à l'escalade de tensions entre Israël et les territoires palestiniens. En effet, depuis l'enlèvement et le meurtre de 3 adolescents israéliens à Hébron mi-juin, l'armée israélienne, à la recherche des ravisseurs, procède à plus de 500 arrestations, dont beaucoup de membres du Hamas. Dans le même temps, l'organisation islamiste multiplie les tirs de roquettes dans le sud d'Israël. En quelques jours, des dizaines de milliers de réservistes sont déployés tout autour de la frontière avec la bande de Gaza. Le 16 juillet, 4 enfants palestiniens sont tués dans un bombardement alors qu'ils jouaient sur la plage. Un drame qui se déroule devant les yeux de plusieurs journalistes et qui provoque de vives condamnations dans la communauté internationale. Le lendemain, le 17, une tentative d'infiltration est déjouée par Tsahal. 13 terroristes ont essayé de s'introduire en Israël par le biais d'un tunnel offensif construit entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Dans la nuit du 17 au 18, l'incursion terrestre commence. Les soldats de l'armée israélienne pénètrent dans la bande de Gaza avec pour objectifs principaux la destruction des tunnels offensifs et l'élimination du Hamas. 2 jours plus tard, le 20 juillet, une attaque particulièrement meurtrière est menée par les soldats israéliens à Shoujaïa, considéré comme le fief du Hamas par Tsahal. Au moins 149 Palestiniens seraient morts dans l'attaque et 15 soldats de l'armée israélienne ont été tués par des combattants du Hamas. La plupart appartenaient à l'unité Golani. Le Hamas annonce le jour même avoir capturé un soldat israélien du nom d'Oron Shaul. Après un flou de plusieurs heures, l'armée dément sa capture et annonce la mort du soldat. Un scénario qui se répétera quelques jours plus tard avec le sous-lieutenant Hadar Goldin. Tandis que le bilan côté palestinien dépasse les 1000 morts, le 5 août, l'armée israélienne annonce un retrait complet de ses soldats de la bande de Gaza et un redéploiement défensif sur des positions à l'extérieur de celle-ci. D'après le porte-parole de l'armée, un total de 32 tunnels offensifs ont été détruits. Après plusieurs jours de trêve et l'échec des négociations au Caire, les tirs de roquettes et les frappes israéliennes reprennent le 19 août. 3 jours plus tard, un enfant israélien est tué par un obus de mortier dans le kibboutz frontalier de Nar al-Oz. Au total, 69 Israéliens ont été victimes du conflit, dont 64 sont des soldats. Côté palestinien, plus de 2130 personnes ont été tuées. D'après l'armée israélienne, 1068 de ces victimes étaient des terroristes de différentes factions palestiniennes. Plusieurs hauts responsables politiques du Hamas ont été tués et le doute persiste toujours quant à la mort de Mohamed Def, Israël affirmant que le commandant des brigades Al-Qassam a été tué dans le bombardement de sa maison, ce que dément le Hamas. Au 50e jour de l'opération Bordure Protectrice, Tsahal a tiré plus de 5300 missiles sur la bande de Gaza, tandis que 4200 roquettes ont été tirées depuis l'enclave palestinienne. La majorité de ces roquettes visaient le sud du territoire israélien et une centaine ont atteint la région de Tel Aviv. Voilà, alors et donc au bilan militaire mais également politique, Maurice Fergan, qu'est-ce que cette opération a changé profondément dans la population israélienne, peut-être dans la confiance qu'a la population israélienne en son gouvernement? Écoutez, si on parle de confiance, il est sûr que la population israélienne et surtout celle du sud du pays a largement confiance dans Tsahal et dans son armée. C'est une chose que les gens ont appris à vivre pendant ces 50 jours de conflit. Ils ont entièrement confiance dans le système d'hommes de fer qui a effectivement permis de tenir le coup et de ne pas avoir un bilan de pertes civiles insupportable. Donc du point de vue de l'armée, la population a entièrement confiance dans l'armée. En ce qui concerne les autorités et le gouvernement, les choses sont un peu différentes. Je veux dire, c'est vrai que la cote de popularité de Benjamin Netanyahou, qui a démarré très fort au début de l'opération, était en chute libre les derniers temps. La population, et surtout, je répète, celle du sud du pays, ne comprenant pas quels sont les objectifs déclarés du gouvernement dans cette opération. On avait commencé, je vous le rappelle, en disant on va détruire le potentiel militaire du Hamas, après on va s'occuper des missiles, on est passé aux tunnels, et des tunnels, on est passé aux tirs de mortier. Donc chaque fois, les objectifs ont changé en fonction des circonstances. L'armée n'a pas reçu de consignes très précises. Au début,
c'était on va rentrer en force, après on dit non, une opération aérienne suffira, il s'avérait que non. Donc à chaque fois, il y a eu des hésitations et je crois que aussi les craintes de l'échelon politique vis-à-vis d'une opération terrestre étaient, à mon avis, démesurées. On s'est rendu compte finalement que une opération terrestre n'était pas si terrible que l'échelon politique voulait le décrire et l'armée était prête à le faire à plusieurs reprises. Vous pensez qu'on a sous-estimé la menace du Hamas pendant cette opération ? On a sous-estimé la préparation militaire du Hamas, c'est sûr. Je pense qu'il y avait peu d'informations qui circulaient sur les capacités offensives de ces tunnels et sur les capacités de résistance du Hamas. Et le Hamas a quand même tenu 50 jours en tirant à peu près une moyenne de 130 à 150 roquettes par jour, ce qui est énorme. Je veux dire, de ce point de vue-là, il y a un succès du Hamas et je pense qu'ils peuvent s'en targuer. Côté israélien, il y a aussi des succès. On a réussi finalement à déjouer les tirs de roquettes grâce au système d'hommes de fer, je le répète, et aussi à détruire... Pas les tirs de mortier, ça c'est un problème qui reste présent et vous avez vu que les populations hésitent à rentrer finalement, mais on réussit à détruire une partie des tunnels offensifs, pas la totalité. On a réussi à cibler une partie de la branche armée, des responsables de la branche armée du Hamas, pas la totalité des responsables. Donc c'est un bilan mitigé, mais le problème maintenant c'est un bilan politique. Le Premier ministre et son ministre de la Défense ont décidé d'accepter ce cessez-le-feu sans consulter le cabinet de sécurité et encore moins le gouvernement. Et là, il commence à y avoir des critiques qui se font entendre. En fait, ce que Benyamin Netanyahou est en train de payer aujourd'hui, c'est la fin d'un mythe qu'il a contribué à laisser persister encore et encore. C'est le mythe de l'éradication possible et accessible du Hamas. Benyamin Netanyahou n'a pas voulu mettre fin au régime du Hamas à Gaza et ça lui aurait demandé énormément de moyens en plus. Et pourtant, c'était un petit peu une promesse électorale, une promesse de ce monsieur Faucon, monsieur va en guerre. Et il a montré aujourd'hui, avec ses atermoiements et avec ce bilan mitigé, qu'il n'était pas capable d'aller au bout de ce qui était présenté par le Likoud comme une promesse électorale, même s'il n'est pas évident que ce soit une erreur d'un point de vue d'un choix stratégique. Mais il se confirme que l'opinion publique n'aime pas les bilans mitigés. On a eu l'impression justement au cours de toute cette opération que tout ce que Benyamin Netanyahou cherchait à faire, c'était de se sortir le plus vite possible de cette opération, presque à n'importe quel prix. Pourquoi ? Parce que Benyamin Netanyahou ne voulait pas aller jusqu'au bout et parce qu'il s'est rendu compte aujourd'hui ou du moins il a laissé se rendre compte qu'il ne voulait pas mettre fin à ce régime du Hamas dans la bande de Gaza. Alors dans quelle mesure est-ce qu'il en a besoin ou pas besoin ? Dans quelle mesure est-ce que le Hamas va devenir un acteur politique ? C'est encore à voir. L'essentiel des discussions qui vont avoir lieu, il faut le rappeler, ce ne sont pas celles qui ont eu lieu puisque ce cessez-le-feu, il est tout à fait symbolique et tout le monde s'entend pour dire que personne n'a cédé vraiment grand-chose, ou en tout cas le Hamas a cédé, c'est évident, mais les vraies discussions, c'est celles qui vont avoir lieu dans un mois. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur la reconstruction de la bande de Gaza avant de parler des discussions qui auront lieu dans un mois. Qui finalement va prendre en charge ce processus de reconstruction ? L'Arabie Saoudite ? Il faut voir s'il y a une conférence internationale ou au moins régionale qui va discuter de cette question, mais ça va être sans doute l'argent des pays arabes du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Il faut voir si l'autorité palestinienne et l'Arabie Saoudite et l'Égypte vont être d'accord à donner une place au Qatar, parce que donner une place au Qatar signifie garder encore une certaine influence du Hamas au sein de la bande de Gaza, et c'est un des défis avec lequel l'autorité palestinienne et l'Égypte doivent faire face. Le Hamas qui sort politiquement renforcé de cette confrontation, alors qu'à la veille de cette confrontation, il a été à son point le plus faible, il a été à son point le plus isolé depuis sa fondation en 1987, et c'est vraiment étonnant de voir les deux visions. D'un côté, l'armée israélienne qui parle d'un affaiblissement du Hamas, et de l'autre côté, au sein de la population palestinienne, même au sein des adversaires du Hamas, dont le public palestinien et dans l'autorité palestinienne, on voit un Hamas renforcé au moins politiquement. C'est vrai que le Hamas a cédé dans les derniers jours. C'est vrai que le Hamas n'a pas pris ses grandes exigences, n'ont pas été acceptées, l'aéroport et un port maritime. Mais le Hamas va faire le focus sur le fait qu'il a tenu le coup pendant 50 jours, qu'il a réussi à tirer jusqu'à la 89e minute de cette confrontation. Mais au bout de compte, Eleonore, la grande question, ça va être comment et quelle va être l'attitude du Hamas
quand c'est dans les semaines à venir, les négociations vont reprendre au Caire dans un mois. Alors on va tout de suite rejoindre par téléphone Christian Mallard, notre consultant en politique étrangère. Bonjour Christian Mallard. Bonjour Éléonore. Le Hamas va-t-il, selon vous, devenir, dans les mois qui suivent, un acteur politique international ? Le Hamas, on le voit bien, il est là, il sera encore là, je pense, encore longtemps. Là, leur cri de victoire, pour moi, c'est l'exubérance d'un groupe terroriste qui ne fait aucune considération des valeurs humaines, de l'être humain. On n'a pas du tout la même conception de l'être humain, bien entendu, mais ils sont là encore pour longtemps. Mais la question de fond, elle subsiste, elle est là. Est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut négocier avec ce groupe terroriste qui continue de nier le droit à l'existence d'Israël et qui en prône en permanence la destruction? Moi, je dis que ça va être très difficile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un allègement du blocus pour des raisons humanitaires, et ça, je trouve ça que c'est très très bien. Mais maintenant, il va falloir quand même qu'Israël et l'Égypte surveillent de très près tout ce qui va se passer dans la bande de Gaza, même si on y met, quand ça nous arrange ou ne nous arrange pas, cette marionnette octogénaire qui est M. Mahmoud Abbas. Moi, je veux bien, c'est peut-être la solution la moins pire, si je puis dire, mais je pense qu'il va falloir s'assurer que d'abord on obtiendra, et ce sera sans doute très 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 difficile, la démilitarisation de la bande de Gaza. Sinon, jamais Israël ne sera en paix et en sécurité tant que le Hamas n'aura pas changé d'attitude politique. Et on sait que le Hamas est divisé. Donc c'est ça, je crois, qui est inquiétant à l'horizon, c'est que le Hamas va être toujours là, et puis dans la région, on le voit bien, il y a cette poussée de l'islamisme à travers le Moyen-Orient qui est de plus en plus inquiétant quand on voit ce qui se passe avec l'État islamique d'un côté, le Hezbollah qui est toujours là. Je crois que c'est autant de questions qu'il faut que Israël et les Occidentaux se posent. La situation est loin d'être réglée, c'est reculer pour mieux sauter. Alors justement, on a beaucoup entendu au cours de ces dernières semaines des comparaisons provenant en majeure partie des institutions gouvernementales israéliennes entre le Hamas et l'État islamique. Vous trouvez que c'est justifié d'établir un terrain commun entre les deux ? Oui, c'est le même combat. C'est le combat contre l'Occident, c'est le combat contre Israël, c'est le combat contre nos valeurs. On le voit bien. Vous savez, l'autre soir, j'étais invité sur une chaîne arabe, à l'Arabia, dans le magazine Panorama, et la présentatrice me demandait si pour moi il y avait encore une solution diplomatique ou s'il ne pouvait qu'être que militaire. Moi, je suis désolé de dire des choses comme ça, parce que moi je pense qu'il faut privilégier, bien entendu, la solution diplomatique. Mais malheureusement, quand vous avez affaire à cette barbarie qui est celle de l'État islamique et puis de la façon de faire du Hamas, sa politique, comme je viens de le dire à l'instant, moi je pense que malheureusement, la solution n'est que militaire. Alors on verra s'il y a un changement drastique de position de la part du Hamas, mais il faudrait que la communauté internationale et que l'ONU et d'autres représentants de la communauté internationale servent à quelque chose et puissent peut-être permettre à Israël, à l'Égypte, dans la région, qui vont être des acteurs majeurs pour essayer de stabiliser la situation, d'être un peu plus intervenants, si je puis dire, dans le bon sens et peser de tout leur poids pour essayer vraiment de parvenir à la stabilisation de cette région. Merci beaucoup Christian Mallard pour cette analyse. Ali Wakel. Oui, M. Mallard a défini M. Abbas de marionnette. Il peut avoir raison ou non, mais le sort de la stabilité dans la région dépend presque exclusivement des décisions et de l'attitude de M. Abbas. Le sort politique même de M. Netanyahou dépendra beaucoup dans l'attitude et dans les décisions de M. Abbas. Un acte de M. Abbas ou un autre peut déboucher à un changement de coalition gouvernementale au sein du cabinet israélien et bien sûr peut-être une tension beaucoup plus importante face au Hamas et un éventuel retour à l'escalade militaire face à Israël si jamais le Hamas n'est pas prêt à céder à M. Abbas sa place à la bande de Gaza, parce qu'il est évident que pour les Égyptiens, le Hamas ne doit pas faire partie de ce chantier, de cette initiative de la reconstruction de la bande de Gaza. Et pour les Égyptiens et la communauté internationale, ce processus de la reconstruction de la bande de Gaza doit déboucher à un vrai processus de négociation entre Israël et entre l'autorité palestinienne. Ce n'est pas en vain que M. Abbas
Hamas hier a renoncé à lancer son initiative, ou au moins à déclarer son initiative. Il est évident que M. Abbas a été demandé de ne pas faire cela par les États-Unis qui vont présider le Conseil de sécurité dans les semaines à venir. Les Américains qui ont fait savoir qu'ils vont soutenir cette initiative diplomatique palestinienne. Bien sûr, ils vont demander la démilitarisation de la bande de Gaza. Une démilitarisation qu'on a parlé, qu'est-ce que Israël a cédé, et les concessions qu'Israël... La plus grande concession, c'était de ne pas mentionner. Vous avez, Éléonore, dans cet accord, dans cette entente qui a été hier achevée entre Israël et les Palestiniens, les tunnels n'ont pas été mentionnés, la démilitarisation n'a pas été mentionnée, et du coup, le Hamas peut sortir et dire à son public, personne nous a demandé de céder, de mettre les armes à côté. Nous n'avons pas cédé, c'est un peu le discours du Hamas aujourd'hui. Myriam Danan et Maurice Fergan, finalement, ce cessez-le-feu, ça fait partie plus d'une solution militaire ou politique aujourd'hui ? La preuve de cette opération aujourd'hui, c'est qu'une solution militaire ne suffit pas. Il faut parallèlement mener un dialogue politique. Alors après, pour mener un dialogue politique, encore faut-il avoir des interlocuteurs. Il est évident aujourd'hui pour tout le monde, Israël et la communauté internationale, que Mahmoud Abbas est un partenaire de dialogue. Ce qui va être mis à l'épreuve aujourd'hui, ce n'est pas tant l'attitude du Hamas envers Israël, parce que là, tout le monde est intéressé au calme. Les deux parties veulent gagner du temps, laisser se reconstruire, oublier un petit peu leur population respective, ce nouveau round de violence. Ce qui va être mis à l'épreuve, là, c'est le gouvernement d'union Fatah-Hamas. Parce qu'on le sait, la décision elle a été annoncée un petit mois avant le début de cette opération, mais elle est extrêmement fragile. Il y a plusieurs points de discorde, profonds points de discorde entre le Fatah et le Hamas. Et reste à voir si le Hamas va laisser à Mahmoud Abbas une place, notamment au sein de la bande de Gaza. Maurice Fergan, en quelques mots. Tout le problème, c'est ce gouvernement d'union Fatah-Hamas. C'est un gouvernement d'union qui était réprouvé par Benjamin Netanyahou, qui ne voulait absolument pas discuter avec ce gouvernement, ni Mahmoud Abbas, ni le Hamas. Alors la question va être posée, avec qui discuter? Alors maintenant, je vois plusieurs problèmes, notamment au Caire. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. C'est la fin de cette partie. Merci à vous trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous. Un journal et la suite de cette édition spéciale tout de suite. Dernière partie de cette édition spéciale, on accueille sur ce plateau ce matin Bethsabée Salem, bonjour, rebonjour, et Rudy Saada. Bonjour Rudy, on va parler avec vous Bethsabée de cette guerre d'usure de ces derniers jours et bien sûr des armes dont Israël a besoin et a eu besoin, et Israël, on le sait, dépendant de ses fournisseurs, et on pense bien sûr en premier aux États-Unis. Alors, il faut savoir déjà qu'Israël est parvenu quand même à se forger une certaine indépendance sur cette question des armes dans plusieurs domaines. On parle notamment de la conception des drones et surtout d'ailleurs les équipements radars, le matériel pour le renseignement et les puces électroniques. Mais Israël a besoin d'avions de chasse surtout, ainsi que de transports et de navires. Alors, qui fournit des armes à Israël? On rappelle qu'Israël est le pays qui, au monde, reçoit la plus importante assistance militaire américaine, plus de 2 milliards d'euros. Et ce sont bien sûr donc les États-Unis, comme vous l'avez dit, Éléonore, qui sont les premiers fournisseurs donc en armes. En outre, des grenades et des obus de mortier sont entreposés en Israël même. C'est dans le cadre d'un programme de l'armée américaine appelé War Reserve Stock Allies Israel. Le principe de ce programme, c'est de stocker des munitions en Israël pour les États-Unis, mais les Israéliens peuvent y avoir accès dans des situations d'exception, et ça s'est passé d'ailleurs récemment. Alors il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Espagne notamment et le Royaume-Uni, et justement qui ont décidé de revoir leurs exportations vers Israël le 4 août dernier. Haaretz en a parlé, et Madrid suspend totalement ses livraisons d'armes, une mesure dont la portée reste, cela dit, symbolique, puisqu'on parle de 5 millions d'euros d'équipements. C'est très peu sur le marché mondial d'armes. Et puis, le gouvernement britannique, quant à lui, veut s'assurer que l'équipement militaire livré ne sera pas destiné à Gaza. Alors là, peut-être qu'il y aura un réel impact. C'est très difficile de savoir de combien de millions, de milliards d'euros d'armes on parle, mais la valeur totale des licences d'éventuelle exportation s'élève à 10 milliards d'euros. C'est énorme. Alors d'autres fournisseurs en Europe, la France notamment, avec des roquettes, des missiles, des aéronefs et du matériel électronique, et surtout
l'Allemagne, un acteur extrêmement important, un fournisseur qu'on peut comparer même aux États-Unis. Pourquoi ? Puisque l'Allemagne vend des sous-marins et des moteurs pour les tanks israéliens. On note au passage que ces moteurs qui sont produits en Allemagne sont en fait exportés aux États-Unis. C'est là qu'ils sont assemblés. Pourquoi ? Pour pouvoir les catégoriser justement comme produits d'importation américains et bénéficier de l'argent avancé chaque année par Washington. Vous savez, on a pu voir au cours, en tout cas, cette opération, une légère démotivation de la part des États-Unis, peut-être. Alors c'est vrai que les États-Unis ont récemment, on en a parlé ici, annulé des missiles Hellfire. Alors le Pentagone aurait procédé à ces ventes sans l'accord de la Maison-Blanche. Alors quand vous ajoutez à ça la mauvaise ambiance européenne, il y a de quoi comprendre qu'Israël peut-être se tourne vers d'autres marchés. Justement, eh bien, il y a des importations en provenance de l'ex-bloc soviétique. En augmentation, les questions de l'Ukraine, de la Tchéquie, de la Russie et de la Bulgarie. Les responsables israéliens parlent d'une façon de tester et d'anticiper même l'armement dont dispose le Hezbollah. On peut se demander quand même si ces nouveaux fournisseurs ne sont pas une espèce de parade contre les récentes réticences des États-Unis ou en tout cas de l'Europe. Et on note, avant de terminer, quand même très important, un quart des armes et des munitions fabriquées en Israël est destiné à l'usage de l'armée, mais le reste est exporté. Israël, c'est un exportateur de taille, c'est le 5e le plus gros exportateur au monde. Merci Betsabé. On va tout de suite rejoindre par téléphone Patrice Bouvret, directeur de l'Observatoire des armements. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Alors Israël se tourne, on l'a vu, on l'a entendu, de plus en plus vers l'Europe de l'Est et vers la Russie. Comment expliquez-vous ce rapprochement ? Si Israël cherche à établir des relations, y compris au niveau militaire avec d'autres pays, c'est aussi pour pouvoir disposer d'un peu de plus de marge de manœuvre par rapport aux États-Unis, qui sont jusqu'à présent quand même le principal fournisseur militaire. 95% pratiquement des armes achetées par Israël proviennent des États-Unis. Alors, on l'a vu, la France est également un fournisseur et un acheteur. C'est une relation donnant-donnant ? La relation qui s'est établie en France et qui a redémarré après 2007, parce que aux premières années d'Israël, c'était la France le principal fournisseur, est effectivement actuellement surtout une relation, je dirais, de surveillance mutuelle entre les deux. Pour la France, c'est de pouvoir connaître aussi l'état d'avancée technologique qui est très avancé dans certains domaines bien particuliers au niveau militaire. Et pour Israël, c'est essayer d'obtenir des pays occidentaux une reconnaissance à travers les échanges militaires et notamment une participation pour Israël qui est extrêmement importante aux nombreux salons que la France organise au niveau des salons d'armement qui sont internationalement reconnus. Mais ce qui intéresse la France, c'est plus la technologie que les armes israéliennes. Oui, parce que sauf sur un domaine particulier où la France avait fait l'impasse, c'est-à-dire les drones, et donc c'est pour ça qu'elle avait acheté des drones israéliens. Autrement, c'est plutôt, je dirais, un échange pour surveiller où en est Israël dans ses avancées, notamment sur les questions de contrôle de maintien de l'ordre, de robotisation de la guerre, où la France a du retard et Israël a acquis une expérience sur le terrain très forte. Aujourd'hui, les États-Unis sont toujours le premier fournisseur en armes d'Israël ? Au niveau financier, oui, parce que la manière d'analyser les exportations d'armes, c'est à travers les données financières qui ne correspondent pas toujours après à l'usage qui peut être fait. Une arme peut coûter pas cher et avoir une efficacité ou un usage sur le terrain et faire beaucoup de morts. Donc, mais c'est qu'à travers les données financières et à travers les données financières dont on dispose, bien évidemment, les États-Unis restent le principal fournisseur de manière très très large devant les autres, à peu près entre 90 et 95% des ventes achetées par Israël. Merci beaucoup Patrice Bouvret pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des armements. On va parler d'un tout autre sujet, la pré-rentrée scolaire à Ashdod pour les enseignants afin de préparer un petit peu ce retour à l'école. Et vous allez le voir, tous les moyens sont bons pour oublier cet été passé dans les abris et sous les roquettes. Regardez. Une journée de pré-rentrée pour les enseignants des établissements scolaires de la ville d'Ashdod. Comme tous les ans, le personnel se retrouve quelques jours avant la rentrée, après 2 mois de vacances pour préparer la nouvelle année.
Au programme de la méditation. Comme pour oublier un été gâché par la guerre et une date de rentrée encore loin d'être fixée au vu de la situation ambiante dans cette agglomération de 250 000 habitants du sud d'Israël. Si la rentrée scolaire a lieu comme prévu, nous avons un programme spécifique mis au point par le ministère de l'Éducation. Les 2 premières semaines seront plutôt légères et le retour à la normale doit avoir lieu étape par étape. Il faut avoir conscience que ce que les enfants ont vécu n'est pas évident. Aujourd'hui encore, une roquette s'est abattue directement sur une crèche. Fermée depuis le début des grandes vacances, seuls des dégâts matériels sont à déplorer dans l'établissement, alors que le retour des enfants est normalement prévu le 1er septembre. La ville d'Ashdod, c'est 450 écoles allant de la crèche jusqu'au lycée pour 60 000 élèves et 3 500 membres du personnel d'éducation. Tous se préparent à la rentrée scolaire, même si l'inconnu demeure quant à la situation avec la bande de Gaza, située seulement à une trentaine de kilomètres d'ici. En 2 mois de conflit armé avec le Hamas, la 5e ville d'Israël a essuyé plus de 250 tirs de roquettes. Une quinzaine ont atteint leur cible, s'abattant respectivement sur une école, des habitations ou encore sur le centre commercial de la ville. À la veille de la rentrée, pour la mairie d'Ashdod et pour le directeur du département de la sécurité, il n'y a aucun doute quant à la suite des événements. Si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, la rentrée scolaire n'aura pas lieu. C'est la décision du maire de la ville. Ceci étant dit, nous nous préparons comme si elle allait avoir lieu. Mais si la situation ne se calme pas, la rentrée scolaire sera décalée. Une décision soutenue par l'ensemble des parents, de plus en plus inquiets à l'approche de cette nouvelle année scolaire, censée débuter dans quelques jours seulement. C'est une période difficile, ça fait 2 mois que nous sommes à la maison. Tous les jours, il faut trouver des nouvelles occupations aux enfants. Bien sûr que les enfants ont besoin de retourner à l'école et que ça leur manque énormément, mais je crois qu'aucun parent, malgré les difficultés, n'enverra ses enfants à l'école si la situation n'est pas complètement calme. Cessez-le-feu ou pas, au 50e jour de l'opération Bordure Protectrice, les habitants d'Ashdod espèrent une sortie de crise et la fin des hostilités pour retrouver au plus vite une vie normale pour eux et surtout pour leurs enfants. Voilà, c'est l'heure de la revue du web avec Rudy Saadab. Rebonjour Rudy, on va voir avec vous comment ce cessez-le-feu à long terme a été accueilli d'une part par les officiels mais aussi par les internautes. Oui, hier pour marquer le 50e jour de conflit, un tweetos israélien, Joshua Davidovich, lançait que 50 était un chiffre rond parfait pour les livres d'histoire pour arrêter ce conflit. Il a donc été entendu. 50, c'est aussi le chiffre que l'on retrouve en grand sur cette infographie du compte de l'armée israélienne Tzahal. 50 jours de défense d'Israël contre les attaques du Hamas. Alors, on le sait, au moment de tirer le bilan, chaque partie va vouloir, sur le terrain de la communication, s'attribuer la victoire. Alors, du côté de Tzahal, on met l'accent sur l'objectif premier de cette opération Bordure Protectrice, qui était la destruction des tunnels terroristes, objectif qui avait été atteint, selon l'armée israélienne, depuis à peu près une dizaine de jours. Alors, cela dit, peu d'officiels s'expriment sur leur compte Twitter et Facebook, ce qui révèle un petit peu le sentiment en demi-teinte du côté même du gouvernement israélien. La seule réaction officielle, eh bien, c'est celle de Peter Lerner, le porte-parole de l'armée. Il se contente de rappeler qu'après 12 heures, le cessez-le-feu tient toujours, mais que Tzahal reste mobilisé et continuera à être la bordure protectrice d'Israël. On pouvait s'y attendre du côté du Hamas, en tout cas des officiels, on crie victoire. Oui, alors en tout cas, ça fait partie de la rhétorique habituelle, on le sait, mais avec 2204 morts, le Hamas crie victoire. Alors on l'a vu, les célébrations ont eu lieu dans les rues de Gaza. Alors du côté du compte des brigades Al-Qassam, la voix du Hamas à l'international sur Twitter, on ressort tout simplement des citations de Khaled Meshal. Le mot victoire n'est pas mentionné, mais il y a cette phrase pas anodine: la résistance palestinienne n'acceptera pas une résolution internationale qui toucherait aux armes de la résistance et qui ne mettrait pas fin complètement au siège. Donc cette phrase a été choisie dans un discours. Alors on va maintenant parler des réactions des Gazaouis eux-mêmes, mais avant on va clore ce chapitre de réaction officielle avec la réaction soulagée de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et sa communication qui choisit de rappeler son engagement sur la fameuse solution à 2 États.
Alors justement, vous qui avez suivi ces dernières semaines les internautes gazaouis, on en parlait justement, quelles ont été leurs réactions à l'annonce de ce cessez-le-feu? Alors, il y a énormément de tweets qui parlent de victoire, mais à regarder de plus près, on sent tout simplement du soulagement. On va commencer avec ce sourire, c'est celui de Farah, je vous en ai beaucoup parlé, 16 ans, 200 000 abonnés, son compte Twitter est le symbole du quotidien des Palestiniens, au point qu'elle, on l'a dit aussi, se définit elle-même comme l'Anne Frank moderne. Alors, elle part d'un air frais, loin de l'odeur du sang, et pousse la comparaison que certains jugeront douteuse avec Anne Frank. Elle dit ceci: l'Anne Frank moderne a eu plus de chances que la vraie, elle a survécu à la guerre. Alors même chez les jeunes qui ne sont pas favorables au Hamas, comme le mouvement Gaza Youth Brest, on retrouve un soulagement mêlé, un sentiment mêlé de soulagement et de fierté nationale qui souhaite longue vie donc à la Palestine et longue vie à Gaza. Et un hashtag, un Gaza Wins, a d'ailleurs été lancé sur le net, repris par Arbet, qui parle de victoire dans le sens où pour lui le Hamas a forcé Israël à négocier sous le feu et que avant personne n'avait réussi à faire cela. Intéressant aussi de regarder les tweets qui viennent de Turquie, alliée, on le sait, du Hamas. On relaye les images de l'IS avec ce titre qui et on ne peut plus clair, célébration après la victoire à Gaza. Et du côté des journalistes israéliens, comme Daniel Gordis du Times of Israel, on ne prend pas ces affirmations de victoire à la légère. Pour lui, si le Hamas n'est pas marginalisé et qu'il peut se réarmer, la stratégie israélienne aura finalement prouvé son échec. Du côté des internautes israéliens, des réactions un peu différentes. Oui, beaucoup d'ironie évidemment. On va commencer avec cette caricature qui est publiée par Elad Ratz, qui est plutôt Elder of Zion, pardon. On nous voit un activiste du Hamas crier victoire sous les décombres avec ce pauvre homme qui se demande tout simplement où est sa maison. Et Ted, lui, il parle avec ironie des sourires des terroristes avec cette photo. Ces terroristes bien sûr cachés sous leur masque lors de parades qu'ils jugent ridicules. Mais chez les Israéliens, c'est aussi le soulagement, comme en témoigne ce tweet de la blogueuse Père Nicole qui y croit à peine. Est-ce la fin, demande-t-elle. Alors on a beaucoup parlé de guerre, de communication entre le Hamas et Israël. Quelles sont les conclusions finalement? Eh bien, au final, personne n'a réellement gagné. Il y a eu énormément d'efforts sur ces deux terrains. Il y a eu une guerre qui a été constamment en évolution au niveau de la communication. L'un répondait à l'autre, les détournements répondaient aux nouvelles campagnes de ça. Chacun a dû s'adapter. Du côté aussi des pro-israéliens, des pro-palestiniens, il y a eu énormément de posts, il y a eu énormément d'activisme en ligne. Et au final, on s'aperçoit, et c'est ce qu'on disait au milieu même du conflit, que cela a renvoyé les deux parties deux à dos. C'est-à-dire que les pro-israéliens sont encore plus convaincus et les pro-palestiniens encore plus. Et la grande majorité des gens ont été lassés avec le temps de ce conflit et ne prennent pas forcément parti. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose. En tout cas, l'annonce du cessez-le-feu a été accueillie plutôt positivement par tous. Merci beaucoup Rudy Saada. Merci Betsa Bessalem d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Dans un instant, retrouvez le journal et nous, on se retrouve demain dès 8h. Restez avec nous sur i24 News.